Salut à tous, aujourd'hui il va être question d'amour, de pirates, de combats, de trucs épiques et de polygones dégueulasses. Oui, aujourd'hui on va vous parler d'un jeu qui a reçu des critiques un peu mitigées, mais qu'on aime bien quand même. Alundra 2, sorti en juin 2000 chez nous et développé par Matrix Software, est un action RPG. Un RPG à la sauce Zelda si vous préférez. Le truc curieux, c'est qu'Alundra, c'est le nom du héros de l'opus précédent, dont nous n'allons absolument pas parler aujourd'hui, puisque les deux jeux n'ont rien à voir l'un avec l'autre. En fait, il n'y a personne qui s'appelle Alundra dans Alundra 2. Matrix Software a juste réutilisé le nom, parce que le premier opus avait plutôt bien marché. Eh ben ça promet. Mesdames et messieurs, attention, car aujourd'hui on va vous spoiler Alundra 2. Alundra 2 se déroule dans le royaume imaginaire de Varuna. On y contrôle Flint, un jeune chasseur de pirates recherché pour acte de trahison envers le baron Diaz qui a récemment pris le pouvoir par un coup d'état. Flint infiltre un dirigeable infesté de robots humanoïdes avec des clés à remonter dans le dos et un discours inintelligible. Il tombe sur une famille de 3 pirates, Zeppo, Albert et Ruby, il espionne leur conversation et apprend que Mephisto, un puissant sorcier à la solde du baron Diaz, utilise les clés mécaniques magiques pour contrôler les humains et les animaux en les transformant en machines violentes et un peu connes. Mais le baron Diaz ne fait pas confiance à Mephisto et il a donc envoyé les 3 pirates le surveiller. Flint est découvert par Zeppo qui l'attaque. La bataille endommage le vaisseau qui finit par exploser, faisant tomber l'énorme clé qu'il transportait dans la mer, et plus précisément sur le dos d'une baleine innocente qui passait par là, et qui se transforme alors en monstruosité mécanique. Flint, lui, s'échoue sur un rivage où il est recueilli par un villageois. Après un peu de repos, il rencontre la princesse Alexia, fille du roi dont le baron Diaz a pris la place et seule digne héritière du royaume. Vous êtes Flint ? Alexia explique donc à Flint que le baron Diaz contrôle secrètement le royaume avec l'aide des pirates, et elle lui demande son aide pour reprendre le pouvoir. Pendant le voyage, Flint et Alexia tombent sur Mephisto qui n'aime pas trop que ces deux-là viennent fouiner dans ses affaires, et leur envoie un chat géant mécanique pour les tuer. Mais ils s'en sortent et enquêtent sur la mystérieuse église de la clé. Ils traversent des villages, aident des gens, font des trucs sans importance pendant un moment. Ils sont finalement arrêtés par Mephisto qui capture la princesse, prend la mer pour la capitale Varuna et jette Flint à la flotte. Mais Flint survit encore et parvient à la capitale pour faire face au baron Diaz. Le baron menace la vie d'Alexia retenue en otage, et s'en sert pour faire du chantage à Flint qui va dès lors devenir son homme de main. Il le charge de récupérer 3 reliques en échange de la sécurité de la princesse. Zeppo, Albert et Ruby l'aident à entrer dans de vieilles ruines que Flint va traverser en déjouant moult pièges et en affrontant moult boss pour obtenir les 3 reliques. Rien d'inhabituel, Albert? Non, rien à signaler. Ah, crache-le! Ils ont un petit contretemps lorsque Flint et les 3 pirates se font gober par la baleine mécanique du début. À l'intérieur de l'animal, ils retrouvent les 3 reliques égarées et en profitent pour ramener la pauvre baleine dans son état normal en attaquant ses différents organes vitaux. Flint amène finalement les reliques au baron Diaz qui les utilise pour entrer dans une tour à la recherche du trésor perdu de Varuna. Mephisto suit le baron dans la tour et lit une fresque sur un mur qui révèle qu'il manque une 4e relique pour ouvrir le passage vers le trésor. Le héros doit donc encore aller crapahuter dans des donjons afin de récupérer cette 4e relique. En chemin, il rencontre un dragon esclave nommé Tyrion qui le libère. Le dragon, pour le remercier, accepte de servir de moyen de transport à Flint et le ramène à Varuna. Après que Flint ait ramené la dernière relique, elle est mise en place afin d'activer la machinerie de la tour. Mephisto révèle son plan. Il n'y a jamais eu de trésor caché et c'est lui qui a construit la tour il y a 2000 ans afin de calculer les coordonnées du centre nerveux de la planète. Mephisto plante ensuite une clé dans le baron, le transformant en un monstre mécanique. Après l'avoir battu, le baron reprend sa forme normale. Pendant ce temps, Mephisto a pu prendre la fuite sur sa clé des étoiles, une énorme clé mécanique qui va lui permettre de faire muter la planète entière et d'en prendre le contrôle. Of course! Flint, Alexia, Zeppo, Albert et Ruby s'envolent vers la clé des étoiles afin d'affronter Mephisto. Flint traverse le donjon et voit que Zeppo a été capturé. Le mage insère une clé dans Zeppo, ce qui le transforme en monstre mécanique. Flint le libère et s'engage dans la bataille finale contre Mephisto. Le héros l'emporte et la clé des étoiles s'effondre dans la mer. Le groupe s'échappe sur le dos de Tyrion et il s'envole vers le lointain pendant que Flint et Alexia font un bisou. Le début des années 90 voit se démocratiser le support CD et la 3D en temps réel. Ça provoque un bouleversement comparable au passage du muet au parlant au cinéma, ou à la mise au point des règles de perspective en peinture. Et la 3D en temps réel, et plus particulièrement le support CD, vont ramener un petit peu de cinéma à l'intérieur du jeu vidéo, puisque l'augmentation de la capacité de stockage va permettre l'apparition de cinématiques, c'est-à-dire de petites séquences cinématographiques qui vont venir ponctuer le récit. En d'autres mots, la cinématique vient assumer un rôle narratif, c'est ce qu'on a déjà évoqué avec Heart of Darkness ou l'Odyssée d'Abe. De son côté, la 3D apporte la profondeur de champ. Elle permet de se déplacer, de déplacer les sujets dans l'espace, ou même la caméra.
Mais au final, la cinématique agit comme un simple intermède de cinéma au beau milieu du jeu lui-même. C'est un problème qu'on a déjà évoqué avec Heart of Darkness par exemple, mais qui est récurrent dans plein de jeux de cette époque-là, où on a une juxtaposition sans mélange de jeu puis de vidéo. A l'inverse, dans les adaptations de jeux vidéo au cinéma, il ne reste rien de l'expérience du jeu original. On peut citer notamment Mario, Doom ou Future Cops qui ne laissera aux joueurs de Street Fighter, dont le film s'inspire ouvertement, que la sensation d'avoir vu son jeu préféré vidé de sa substance. Plusieurs essais ont été faits pour que les passages cinématiques dans le jeu vidéo paraissent moins brusques. Des cinématiques réalisées avec le moteur graphique du jeu, des cinématiques intégrées au gameplay, jouables, où l'on garde le contrôle de notre avatar, ou encore des cinématiques utilisées comme contre-gameplay, comme par exemple la mort d'Aerys dans Final Fantasy VII, où la cinématique renforce le sentiment d'impuissance face à la mort de la soigneuse du groupe, qui n'a en effet jamais eu envie de commencer le combat contre Sephiroth dès ce moment-là pour éviter la tragédie, ou d'utiliser une queue de phénix juste après. Mais non, la cinématique défile et y a rien que vous puissiez faire. Et dans Alundra 2, les cinématiques sont faites avec le moteur du jeu. Et oui, ça se voit. Et c'est d'ailleurs un des plus gros problèmes du jeu, c'est hyper moche. Et on peut pas dire, oui, il faut se replacer dans le contexte, je sais pas quoi, non. Non, en 2000, on avait eu ça. Ça. Ou encore ça. Même pour l'époque c'était moche, et c'est pas que c'est juste pas beau, c'est que c'est mal joué, mal animé, mal doublé, mal synchronisé, l'histoire est bancale, reprend plein de clichés de RPG, c'est globalement sexiste et pas très intéressant. Sauf que le jeu raconte bien son histoire. Alors, certes, les blagues tombent à l'eau et il n'y a pas grand chose de nouveau dans ce qui est raconté, mais c'est bien amené, les personnages et l'univers sont très attachants, les musiques sont hyper cool, et on prend plaisir à progresser dans les énigmes de plus en plus dures qui nous sont proposées. C'est clairement un Zelda au rabais en 3D. Mais il y a plein de petites choses qui font que c'est agréable d'y jouer. Le sound design, les couleurs, l'ambiance, le gameplay qui lui est bien cool par contre. Et c'est ce qui compte. En bref, même en ayant fait un jeu en 3D moche en quelques mois pour surfer sur la vague du succès du premier Alundra, c'est une bonne chose d'avoir fait les cinématiques avec le moteur du jeu et pas en pré-rendu tout joli. Parce que passer de l'un à l'autre sans arrêt nous aurait fait sortir du jeu, là il y a une continuité qui est appréciable. Et si on fait l'effort d'accepter dès le départ la mocheté du truc, après on est bon et on n'a plus qu'à prendre ce que le jeu a d'autre à offrir. Et puis surtout, la narration d'un RPG a quelque chose de très propre au jeu vidéo. Si les personnages sont si attachants, le fait que l'on passe des dizaines d'heures avec eux tout au long de leur périple sans jamais les lâcher, n'y est sûrement pas étranger. En tout cas, on peut au moins mettre au crédit d'Alundra 2 l'utilisation de cinématiques faites avec le moteur du jeu permettant une immersion plus importante. Ainsi, il est aussi un exemple, certes tardif comme on l'a vu, mais un exemple quand même de cette volonté du début de la 3D d'injecter du cinéma à l'intérieur du jeu vidéo, mais en l'adaptant. Mais avec la puissance croissante des machines, les développeurs auront de plus en plus de facilité à injecter du cinéma dans le jeu vidéo, et même à réaliser les rêves de cinéma interactif que faisait Hironobu Sakaguchi avec les créatures de l'esprit, et tout ce qu'aurait dû en découler. Après, à savoir si, de manière générale, y injecter du cinéma est une bonne chose pour le jeu vidéo,